téléspectateurs, voici, nous sommes revenus. C'était une courte transition, le temps pour vous de respirer un peu et surtout pour nous aussi ici de ce côté. Justement, le thème, il est là, il est sur votre écran. Suppression du poste délégué du gouvernement. Est-ce envisageable? Est-ce envisageable dans un pays comme le Cameroun? Il faut quand même dire, je vais continuer avec vous, pasteur Romuald. Oui. C'est déjà possible, vous pensez à quelque chose comme ça? Supprimer ce poste. Oui. À l'heure actuelle des choses, Oui. où nous préparons les élections présidentielles, ça c'est dans vos rêves, pasteur. N'est-ce pas? C'est dans vos rêves. Ça veut dire que ce n'est carrément pas envisageable. Bon, on va supposer qu'on passe les élections, passer l'étape des élections. Est-ce que ça peut être envisageable? Vous savez, le poste de délégué du gouvernement est un poste stratégique, hautement stratégique. Quand on a des maires comme à Balin, où c'est l'opposition qui est là, il faut que le délégué soit là pour essayer de faire voir le parti qu'il a mis là au détriment de l'opposition qui est dans cette mairie là. Donc on aura toujours des conflits entre les deux. Est-ce que c'est envisageable? Il faut une volonté politique. Une volonté politique. Il faudrait que la décentralisation soit effective. Non, mais justement, vous m'empruntez un mot et permettez si j'utilise cette expression parce que je voulais justement qu'on parle un peu de décentralisation. Et nous savons que la décentralisation a pour principe justement de donner le pouvoir aux maires de s'occuper valablement, je vais dire, de leur communauté, qu'elle soit urbaine ou rurale et tout le reste. Est-ce que justement le poste de délégué du gouvernement n'empiète pas un peu sur le processus de décentralisation? Vous savez, les lois portant sur la décentralisation datent de 1996. Alors c'est dans un tiroir quelque part à Yaoundé, on ne veut pas la ratifier. Parce que plus les maires, les régions ont le pouvoir, moins l'État central a le contrôle dessus. C'est ça la problématique. Si un président de région élu à Bafoussam qui ne soit pas du parti au pouvoir, si les maires ne sont pas du parti au pouvoir, il est évident que l'État central n'a pas de contrôle. Ça veut dire que du coup, dans une ville comme Bafoussam, l'État central n'a aucun pouvoir. Ça veut dire, si je dois bien vous comprendre. Ça voudrait dire que on devrait plutôt avoir des institutions fortes et non des hommes forts dans des pays. Prenons l'exemple qui se passe ou alors qui a tenté de se passer en Espagne, où, n'est-ce pas, une région a voulu proclamer son indépendance, son indépendance, bien qu'elle jouissait déjà d'une autonomie. Mais le pouvoir central a dit attention, vous déclarez cette affaire-là. Nous on fait valoir un article de loi et on va vous dire qui vous supprime votre autonomie. Je ne vois pas pourquoi on a toujours besoin de contrôler l'autre. Là c'est le pasteur qui va parler, l'esprit de contrôle ne vient pas de Dieu. Parce que si l'État central perd, en l'occurrence le RDPC perd le contrôle sur la région de l'Ouest, c'est dangereux pour eux. Puisqu'ils ont toujours besoin de gouverner avec une main forte, c'est dangereux pour eux. Et du coup, qu'est-ce qui est mieux pour la population? La décentralisation est mieux pour la population. Pour les populations, la décentralisation est mieux. Parce que les mairies lèvent des impôts qu'ils réinvestissent directement. La chaîne de commandement est réduite. Parce que pour faire une route à Bafoussam, ça commence à Yaoundé, ça marche à Yaoundé, ça traîne à Yaoundé, les chargés de mission viennent à Bafoussam, c'est compliqué. Pourtant, si les régions si la décentralisation est effective, le maire de Bafoussam premier, je prends un exemple bête, avec les fonds qu'il a, peut décider de faire une route. On fait un appel d'offres et puis on engage une entreprise qui nous fait la route. La décentralisation est mieux pour les populations que le système actuel dans lequel on vit. Et ce n'est pas bon pour le pouvoir actuel. C'est pourquoi je dis la suppression de ce poste pour l'instant, c'est compliqué. Oui, c'est compliqué. Et vous le dites, c'est un peu compliqué. Mais lorsqu'on
regarde un peu, je vais dire, à la nature, je vais dire quoi, plutôt un peu terrible des Camerounais, je vais parler de corruption et de tout le reste, est-ce que vous ne pensez pas justement à un moment donné que ce serait un danger de laisser certaines régions comme ça carrément souveraines? Ça veut dire que l'État central n'aura désormais plus de pouvoir sur elles. Est-ce que justement la politique qu'il faut pour le Cameroun actuellement, et peut-être je ne sais pas pour toujours, c'est d'avoir, je vais dire quoi, l'État central qui contrôle pratiquement tout? Nous, on a l'habitude de calquer les choses sur la France. Mais pourquoi en France ça marche? Et pourquoi chez nous ça ne marche pas? En France, on a le président de région. En France, on a un maire central dans les grandes villes. Mais pourquoi chez eux ça marche, au Cameroun ça ne marche pas? Parce que nos intérêts sont ailleurs. Nos intérêts se situent ailleurs que dans le bien-être des populations. Moi, je crois que c'est ça le problème. Parce que nous allons tous les jours en mission là-bas, on voit comment ça se passe là-bas. Mais c'est compliqué à appliquer chez nous. Pourquoi? Pourquoi l'État central a besoin d'avoir une mainmise sur ce qui se passe dans X ou Y région? L'État central gère les choses du pays. Prenez l'exemple aux États-Unis, où M. Trump décide de sortir de l'accord de Paris. Je parle des accords signés à la COP 21. Mais le maire de New York dit non. Nous on continue dans cette lancée-là. Pourquoi ça ne peut pas être effectif chez nous? Et je crois bien que nos différences doivent être notre force. Doivent faire notre force. C'est la démocratie qu'on veut. Ou qu'on dise que le Cameroun est un pays de démocratie. Instaurez-nous la décentralisation. Et puis, la ville de Yaoundé recrutera ses fonctionnaires. La ville de Bafoussam recrutera ses fonctionnaires. Sauf que on retrouvera beaucoup de fonctionnaires qui ont au chômage. Oh là là. Parce qu'il y a un problème dans ce pays où la plupart des fonctionnaires sortent de quelque part, d'une région ou alors d'un bloc de régions que nous savons. On l'a vu ici la dernière fois lorsque nous parlions justement du problème des impôts au Cameroun, où déjà, il y a des gens qui ont appelé. Je vais profiter ici pour saluer M. Paul. Je ne sais pas s'il est aujourd'hui en train de regarder l'émission, qui nous a quand même dit que lorsque vous allez parfois dans certains de ces services, je vais parler des impôts par exemple, on a l'impression que pratiquement tout le monde là-bas parle la même langue. Et puis, c'était c'est ça qui va poser le problème de la décentralisation. Parce que tous ces inspecteurs des impôts qui parlent une certaine langue seront obligés de rentrer dans, on dit ça comment, dans là où la langue est le plus parlée. Et ça va créer on va dire ça comment, il y aura une surpopulation chez eux là-bas de travailleurs. Et on va les envoyer tous au chômage. Du coup, ça va poser, cette affaire de décentralisation posera beaucoup de problèmes à certaines personnes qui ne veulent pas que les problèmes soient résolus dans ce pays. En réalité, on est pris en otage dans un système qui ne dit pas son nom. Le poste de délégué du gouvernement, ou du gouvernement, j'ai envie de dire, un poste de toutes les convoitises, pasteur Napoléon, est-ce à cause justement, je ne sais pas, de l'influence qu'on a à ce niveau-là, ou à cause de, je ne sais pas, de qu'est-ce qu'on gagne? Parce qu'on sait en général, et beaucoup de gens vont s'accorder pour le dire, que les délégués du gouvernement, c'est des gens riches, c'est des gens bien, c'est des gens qui vivent bien et tout le reste. Est-ce que justement, la convoitise, c'est parce qu'on veut aller là-bas pour bien faire, ou c'est parce que, voilà, du coup, on gagne beaucoup, on a des indemnités qui sont quand même assez élevées. On parle de certains délégués du gouvernement qui au Cameroun ont comme indemnité jusqu'à 2 500 000 francs CFA. Voilà, au Cameroun, on sait que l'argent, ce n'est pas facile à trouver. Et alors, pour un délégué du gouvernement, gagner quelque chose comme ça, est-ce que justement certains préfèrent ce poste-là parce qu'on gagne beaucoup d'argent, pas nécessairement parce qu'on a un travail à faire? Moi, je pense que quand on revient par exemple à ça, 2 500 000, c'est quoi par rapport aux activités de nos terrains? Ah, vous trouvez que c'est même rien alors? Ce n'est rien. Le problème, c'est qu'on voit chez nous, c'est quoi? Dans beaucoup de ces postes, c'est qu'il y a voix dedans. Parce que EDPC, il a une stratégie
qui veut utiliser les gens pour faire ennemer les partis. Ça veut dire que quand on voit que tout a des moyens, on cherche à te nommer. Maintenant, le grand problème, c'est quoi? Si tu refuses, ils vont chercher à te casser. Oh là là. Donc, quand tu regardes maintenant, tu vois que vraiment, ce poste, même comme nous, ces gens-là, parfois, ils n'acceptent pas parce qu'ils veulent. Mais ils veulent payer sa tête, surtout les Bamileke. Et c'est pour ça que nous sommes. Il faut que les Camerounais se lèvent pour chercher à construire notre pays. Parce que notre pays est pris en otage. C'est-à-dire, on utilise le pouvoir qu'on a pour écraser les autres, qui n'est pas normal. Parce que je pense que quand tu regardes par exemple comme un monsieur comme le délégué de gouvernement de la ville de Bafra, monsieur Nzete, c'est quelqu'un qui fait les grandes affaires. Ce n'est pas un pauvre. Pourquoi le chef de l'État ou le gouvernement ne nomme pas les pauvres là? Oh là là. Ben, quand tu regardes tous ces gens qui n'ont pas tout, c'est tous les gens qui ont des moyens. Ils ne nomment pas quelqu'un un débrouillard. Ils ne forment pas quelqu'un pour qu'il parle là-bas faire le bon travail. Mais on cherche toujours quelqu'un qui a déjà des moyens. Okay. Regardez dans tous ces systèmes, surtout des EDPC. Vous allez voir que tous ces gens qui veulent toujours les maires, les députés, il n'y a pas de pauvres dedans. Ils cherchent toujours les gens qui ont des moyens. Donc on ne les met pas là, mais eux ne partent pas là-bas pour chercher l'argent parce que même là-bas il n'y a rien. Mais le problème est que tu pars là-bas pour cacher, pour mener tes activités peut-être sans menace. C'est ça le grand problème dans ce pays. Pasteur, et c'est les choses que normalement vraiment on doit arrêter ça. Pasteur Napoléon vous a dit quelque chose qui est quand même assez intéressant. C'est avec ça que je relance un peu le pasteur Romuald. Vous confirmez un peu, j'ai envie de dire, je sais pas quoi, ce fameux constat que certains ont choisi de faire la politique parce qu'ils veulent couvrir leurs affaires. Je ne veux pas citer un nom, ouais. Mais je sais que à l'Assemblée nationale, on a des anciens fémans. Dans ce pays, on voit tout. Ok. On voit beaucoup de choses dans notre pays. Ouais, pardonnez mon rire. Hein. Allez-y, s'il vous plaît. C'est tellement amusant qu'on se pose des questions. Ce pays, les gens pour couvrir les arrières se sont mis dans des positions aujourd'hui qui les nuisent. Vous trouvez à l'Assemblée nationale des gens qui sont des hommes d'affaires, des gens qui sont, on va dire ça comment, dans des choses terribles. Ça fait qu'ils ne peuvent même plus se lever pour voter une loi contre ce qu'ils font, parce que même ça va les rattraper. On est dans un pays où les gens marchent sur la tête. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas pourquoi ça se passe ainsi chez nous. Mais chez les autres, hein, même nos voisins, ce n'est pas toujours le cas. On s'arrange à ce que rien ne marche dans notre pays. Parce qu'on veut satisfaire le parti et non le peuple qui nous a élus. Encore que je ne sais pas si on est vraiment élu. Parce que si notre légitimité, on la tire réellement du peuple, de la base, on fera tout pour satisfaire la base, pour être réélu une autre fois. Un comédien camerounais a dit un jour qu'on l'avait nommé député. C'est un comédien que nous connaissons encore, là, il a nommé député. Après ça a été dit que, hey, élu. Ça veut dire ce que ça veut dire. On sait que pour être élu dans ce pays, on sait comment ça se passe. Pas besoin de faire la politique de l'autruche parce que c'est long, mais ça nous fait très mal. Oui, c'est vrai. Notre pays marche vers la vers la catastrophe, comme disent certaines personnes. Je crois qu'il serait bon de revenir, de cultiver les vraies valeurs. Parce que tous ces gens vont chez les autres. Ils vont
mission là-bas tous les jours. Et ils voient comment chez les autres ça se passe. Ils voient comment un député a un cabinet parlementaire. Combien on est cabinet parlementaire dans ce pays? Et quand il y a une mise en nom, combien de fois l'opposition, parce qu'il ne faut pas seulement dire le RDPC, l'opposition a déjà est à la base de combien de projets de loi, même s'ils ont été rejetés après par les autres membres du Parlement. Pourquoi est-ce qu'on croit que le RDPC doit tout faire, que le RDPC peut tout faire dans ce pays? Ils ne peuvent pas tout faire. Ils ont aussi besoin du concours des autres Camerounais. Parce que l'opposition, c'est des Camerounais, ce n'est pas des Tchadiens. Tous, c'est des Camerounais, c'est les fils de ce pays qui nous a tant donné et que nous devons chérir en retour. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Voilà. Pourquoi ça ne marche pas? Alors que nous savons exactement ce que nous devons faire. Alors, messieurs les maires, puisque les délégués du gouvernement sont des maires, oui. Faites votre travail. Ne cherchez pas toujours à satisfaire cela parce qu'ils vous ont nommé. Oui, je veux bien. Mais si vous faites bien votre travail, vous partirez la tête haute. Voilà. Les gens diront, vous avez bien travaillé. Comme ce délégué, quand il était maire, on disait à Bafoussam qu'il a bien travaillé. Mais aujourd'hui, il est devenu la risée de tous les Camerounais. Ah, c'est quand même de tous les habitants. Tout Bafoussam parle mal de ce papa. Pourtant, de 87 à 96, paraît-il, il aurait fait du bon boulot à Bafoussam. Entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ce changement de stratégie? Pourquoi? Si, monsieur le délégué, vous voyez, messieurs les délégués, vous voyez que vous n'avez pas les moyens de votre politique, démissionnez. Voilà. Je vais quand même, puisqu'il faut continuer, parlons un peu des maires cette fois. Qu'est-ce qui leur reste comme activité dans leur commune? Qu'est-ce qui leur reste comme activité? Vous avez, parce que vous nous avez donné une liste de tellement de choses que chaque communauté ou alors chaque commune urbaine a à faire. Qu'à un moment donné, on s'est trouvé justement dans une position, il faut poser la question de savoir, mais que revient-il donc aux maires comme responsabilité? Mais les maires, les délégués du gouvernement sont des maires. Non, je vais dire les autres maires. On a trois. On a les mairies rurales, oui. Voilà. Et les mairies urbaines, voilà. On a vu tout à l'heure que les délégués du gouvernement empiètent sur le boulot des maires urbaines. Maintenant, les mairies rurales, qu'est-ce qu'elles doivent faire? Le même travail que l'autre fait. Mais sauf qu'en zone rurale, on a moins de moyens. On ne trouve qu'une mairie comme Ngoïla, qui est censée gérer des milliards à cause de Ngoïla à l'est du Cameroun. Parce qu'il y a l'extraction du fer là-bas. Il y a beaucoup de bois dans ces zones-là. Mais maintenant, si vous prenez une mairie rurale, comme, je sais pas moi, celle de, on va aller au fin fond de l'ouest là-bas, on va dire chez moi à Fotouni. Mais si vous allez le maire de Banja, je ne suis pas sûr qu'il est capable de lever 2 millions par mois. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse pour le village? Avec cette somme-là, il faut faire tourner la mairie. Il faut payer les agents municipaux, les fonctionnaires de la mairie. Vous voyez qu'il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire. Mais maintenant, si on développait des politiques où les mairies seraient propriétaires de business dans d'autres villes, on a vu ça ailleurs. La mairie de chez moi, Banja, peut décider, n'est-ce pas, d'emprunter 15 millions et créer une entreprise dans Douala. Wow. Les fonds reviennent, le bénéfice de cela revient à la mairie. Qui peuvent développer, n'est-ce pas, après leur ville ou leur village. Pourquoi ne pas le faire? C'est des activités qu'on peut créer partout. Au nom de la mairie, ça génère des sous et avec le fruit de ces sous-là, de ces activités, on peut bâtir le village. On peut bâtir, n'est-ce pas, la communauté. Les maires ont du travail, ils n'ont pas de moyens, c'est vrai, mais ils peuvent générer des revenus. Voilà. Suppression du poste de délégué du gouvernement, est-ce envisageable? Chers téléspectateurs, voilà le thème qui est le nôtre ce soir.
sur lequel nous élaborons déjà depuis quelques minutes. Vous venez peut-être de prendre l'émission de cours. N'hésitez pas, si ça vous intéresse, peut-être de donner votre avis. Les numéros, ils s'affichent, si vous permettez, je les rappelle, c'est le 656 03 04 61 et le deuxième, c'est le 651 54 38 64. Pasteur Napoléon, je vous relance un peu justement. Est-ce que le problème à un moment donné, parce que si on doit écouter tout ce que vous avez dit jusqu'ici, les délégués du gouvernement sont quelque peu innocents parce qu'ils se retrouvent voilà, dans des situations où ils n'ont pas toujours les moyens de leur politique. Est-ce que les plaintes justement n'arrivent pas parce que la population elle-même n'est pas renseignée sur, j'ai envie de dire, toutes les limites auxquelles sont confrontés les délégués du gouvernement ou les limitations, si je permets? C'est seulement que ce que moi je peux dire, vous avez d'abord dit ici que chaque Camerounais maintenant, parce qu'il semble qu'il y a beaucoup de choses vraiment qui ne marchent pas. Et chacun veut payer plutôt sa tête. Parce que normalement, quand on regarde même dans beaucoup de délégués de gouvernement là, parce qu'elle peut me rappeler un temps ici, il y a le maire de Bafoussam primé en 7 ans, il était une opposition. Et il a préféré donner 50 capacités au taxman qu'il était dans notre syndicat. Ça fait plus de 1 an avant que l'argent est sorti. Donc là, tout sent que vraiment ce problème-là, ce n'est pas facile. Donc il semble que le pays, même en question de Cameroun, même a trop de problèmes de l'argent. C'est ce que moi je vois, parce que je vois que quand on te positionne là-bas, tu dois satisfaire celui qui t'a positionné. Bon, maintenant, quand il a des problèmes, il doit dire envoie, tu envoies. Bon, maintenant, c'est que je vais encourager les Camerounais. Quand il y a certaines choses comme ça, moi, je préfère moi me dimensionner. Parce que si je vois qu'au lieu de rester quelque part pour que tout le monde m'insulte, tout le monde me qualifie de tous les mots, et je ne vois pas un moyen que je peux m'essoupier parce que j'ai causé avec ce papa ce dernier temps, j'ai causé avec lui, et vu que vraiment, c'est un papa très humble. Donc, vraiment, c'est quelqu'un que si il ne fait rien, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est parce qu'il n'a pas les moyens de le faire. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, parce qu'il est étudiant. Vous savez que je suis un homme de Dieu. Et il peut prendre le temps, et je ne prends pas beaucoup de temps pour étudier quelqu'un. Oui. Et maintenant, le grand problème est que quoi? Parce que si c'est moi, on sait que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Parce que si tu n'es pas encore entré dans ce jeu, c'est pour ça que au début, j'ai dit que si le Cameroun trouve mieux que les partis politiques, ces histoires de EDP, c'est quoi là? Que ça vient plutôt pour nous empêcher de travailler. Parce que quand on parle même de la communauté urbaine de Bafoussam, je me rappelle dans mon village à l'époque, on a creusé beaucoup de routes avec les mains. Et les voitures sont passées sous ça. Maintenant, ces derniers temps, il arrive au village, on parle de EDPC, on parle de SDF, on parle de tout, on passe le temps à discuter, on ne fait plus rien pour le village. C'est quand je suis arrivé, j'ai dit que mais tiens, cette route, on a creusé avec les mains, vous passez maintenant le temps à dire que oh, les mains est monté et descendu. Est-ce que c'est le mec qui avait conçu cette route? Et j'ai poussé les gars se sont levés, on est parti, on a travaillé la route. Dès que les 3 jours que j'ai fait au village, on a arrangé beaucoup de routes là-bas. Parce que c'est moi, Dieu m'a donné cette grâce de pousser les gens à travailler. Donc c'est seulement ça qui nous manque. Et on devait faire tous les efforts parce que notre pays vraiment a des problèmes. D'autre part, la population aussi. Parce que quand tu regardes dans un ville comme Bafoussam, l'autre jour on a parlé des impôts. Quand tu vois que les impôts, quand ils descendent chaque fois sur le terrain, tu vois au moins que 85% des boutiques sont scellées. Ça veut dire que l'argent là même, on se plaint de la communauté urbaine, on se plaint des étés, on parle de ces. Parce que quand 95% des boutiques sont scellées, chaque fois scellées, ça veut dire que l'argent là n'entre pas dans la caisse de l'État. Donc ça veut dire que les gens ont trouvé une autre stratégie pour que l'argent là entre dans les poches des gens. Parce que
qu'avant de se plaindre aussi, est-ce que c'est lui qui se plaint? C'est lui qui te gagne cette montée et descendue. Est-ce que toi-même, tu payes tes impôts normalement? Est-ce que quand l'année finit, voilà l'année qui est en train de finir, vous avez montré l'autre jour beaucoup de boutiques qu'on a fermées. C'est lui qui ne paie pas les impôts. Il est sous la malédiction. Parce que ces impôts, même c'est la parole de Dieu qui recommande à toute personne qui exerce dans ses activités, il doit payer les impôts à l'État. Maintenant, quand tu vois que 95%, 85% de boutiques, on ferme, tu passes aujourd'hui, tu vois, on a scellé. Le lendemain, tu viens de se déceler. Tu vois que l'argent là, ça, parce que tu ne peux pas payer les impôts, normalement, on vient encore sceller les boutiques. Ça veut dire qu'il y a aussi beaucoup de problèmes que nous-mêmes, la population contribue. Par exemple, on ne fait pas que l'argent entre dans la caisse de l'État. Par exemple, je suis un chauffeur. Ma voiture a tous les papiers. Quand je me lève maintenant pour me plaindre, je vais me plaindre avec tous les forces, avec tous les preuves, parce que moi, j'ai donné l'argent des impôts, j'ai donné l'argent de ceci. Mais pourquoi il n'y a pas la route? En parlant, je vais parler faux parce qu'il y a les impôts que j'ai payés. Voilà. Mais maintenant, les gens qui se plaignent là, est-ce qu'ils payent les impôts? Parce que j'ai constaté qu'ici à l'ouest, c'est très dur. Les gens ne peuvent pas payer, mettre l'argent dans la caisse de l'État. Ok. Chers téléspectateurs, je précise encore, peut-être vous prenez l'émission de cours, on ne parle pas des impôts. En effet, le pasteur Napoléon essaie de montrer pourquoi, voilà, peut-être le budget est un peu limité. Je vais quand même qu'on revienne sur la question du budget, pasteur Romuald, vous permettez. Qui décide du budget des communautés urbaines? Peut-être ça c'est une information que beaucoup de gens ne savent pas. Parce que du coup, on sait qu'à Bafoussam, M. Nzete est personnellement riche, il ne faut pas oublier. Et du coup, peut-être certains personnes se disent que c'est avec son argent qu'il va construire les routes. Qui décide du budget? Permettez, qui décide du budget, voilà, des communautés urbaines? C'est pour rassurer nos téléspectateurs. Cet homme-là, je crois qu'il parle, lui, c'est plus que la ville de Bafoussam. Donc, votre argent, je ne suis pas sûr que... Bon, maintenant, les budgets sont prévisionnels. Ils sont basés sur des recettes. Vous voyez, et puis on prévoit peut-être 2 milliards en fonction des recettes qu'on est censé avoir, de ce qui entre dans nos poches, ce qu'on pense qui pourrait, pour parler comme au quartier, ce qu'on pense comme projet qui pourrait entrer dans nos poches. C'est ça notre budget, sauf qu'il n'existe pas au départ. Il est matérialisé en fonction des entrées. Et alors on définit les charges. Si on prévoit 2 milliards, 500 millions sera affecté à ci, 500 autres à ça, et ainsi de suite. C'est comme ça que c'est reparti. Non, mais comment on est resté à 500 milliards? Je ne sais pas depuis... Je prends un exemple. C'est un exemple, je n'ai pas dit 500 milliards. Non, ils sont à 2 milliards et de poussière. Oui, pardon. Pourquoi on est justement resté à 2 milliards depuis 2013? Parce qu'il n'y a pas que la communauté urbaine de Bafoussam qui lève les impôts dans la ville de Bafoussam. La ville a une partie qui lui revient. Le pouvoir central, via le ministère des Finances, a une partie qu'eux aussi pompent sur la population. La plus grande partie d'ailleurs. Non, mais ma question c'est pourquoi est-ce que le budget reste statique quand on a une population qui évolue? Qui vous dit qu'il est resté statique? Non, si mais vous bougez de 100 000 francs, il n'est pas resté statique. Non, mais vous continuez de dire qu'il est de 2 milliards. 2 milliards de poussière. Oui, 2 milliards et poussière. On sait qu'en 2013, c'était toujours 2 milliards et poussière. Pourquoi on n'est pas parvenu à 3 milliards maintenant? Peut-être parce que vous ne payez pas vos impôts, pasteur Marcel. Ah ben, il avait donc raison, le pasteur... Oui, je vois souvent la clinique du docteur Marcel. Est-ce que le docteur Marcel paye ses impôts? Non, c'est bien évidemment. C'était juste une parenthèse. Bien évidemment. Voilà, c'était comme ça une question. Donc vous venez donc de le dire, et c'est quand même un peu surprenant qu'on ait une population qui évolue et qu'on a un budget dans une communauté urbaine qui reste statique, qui ne bouge pratiquement pas, lorsqu'on sait qu'une population qui évolue a plus de besoins et tout le reste. Bon, c'est quand même un peu problématique. Peut-être on aura le temps de revenir sur ça sur le cours du débat. Une autre question que je m'avais posée, on est peut-être à Bafoussam, pasteur Romuald, jugeant un peu à partir de votre connaissance, je vais dire quoi, ou alors votre observation sur la nation camerounaise, est-ce que les plaintes qu'on a au niveau de Bafoussam sont pratiquement les mêmes dans pratiquement toutes les communautés urbaines? Est-ce que la même manière dont on se plaint ici du délégué du gouvernement,
c'est essentiellement la même manière dont on se plaindrait de celui de Douala et puis partout ailleurs. Oh, je crois qu'à Bafoussam, les gens sont tendres. Hein. Il y a un gars à Yaoundé qui se fait appeler Jagbo, qui casse tout. Des fois, il a raison. Des fois, c'est de l'abus d'autorité. Mais toujours est-il que les Camerounais se plaignent des délégués du gouvernement à Douala encore si grave. Parce que c'est vrai qu'on voit des chantiers, mais je continue à dire que les fonds que Douala et Yaoundé perçoivent ne sont pas les mêmes fonds que Bafoussam perçoit. Nous avons à Douala de très grandes entreprises. C'est la capitale économique qui donne beaucoup d'argent, d'impôts. À Yaoundé, nous avons certaines grandes entreprises et on a le fameux CD2, ne l'oublions pas, qui permet le développement. Nous espérons que quand ce CD2, comme le délégué l'a dit, arrivera à Bafoussam, ils ont déjà construit leur maison là, en communauté urbaine, qu'elle permettra d'ici la Cannes de développer notre ville, de refaire nos routes et tout. Mais parti comme c'est parti, je crois qu'on va scotcher comme d'habitude. Pasteur Rumia, vous avez dit le budget est prévisionnel, ça veut dire qu'on essaie de prévoir en raison de qu'est-ce qu'on va avoir comme recette, la plupart du temps basé sur les impôts, et on est d'accord avec ça. Et alors du coup, si on devrait regarder la chose d'une autre manière, est-ce que la population n'est pas un peu responsable du fait que le budget ne bouge pas, puisqu'on sait qu'ils sont nombreux à ne pas payer leurs impôts? Je ne sais pas qui sont ceux-là qui ne payent pas leurs impôts. Non, mais ils sont nombreux, il faut préciser. Si on observe de manière critique, j'ai envie de dire, tous ceux qui opèrent là au dehors, il y a beaucoup. Déjà, si on ne doit prendre que le secteur informel, ça veut dire ceux qui ont choisi peut-être d'opérer dans la nuit, de faire des petits business ici et là, et qui ne reversent pratiquement rien à l'État. Est-ce que les choses vues autrement, on ne dirait pas que le budget reste statique parce que la population, ou alors, comme je souligne quand même quelque chose, vous n'étiez peut-être pas là, parce que Rumia, lorsque nous parlions des impôts, et on a ici souligné que j'ai pris un cas que j'avais sous la main, c'est quelqu'un que je connais, qui a choisi de payer ses impôts dans un bar, parce que le monsieur, le responsable des impôts, l'a appelé, il était assis au bar, et lui a dit au téléphone, j'étais là, j'écoutais un peu la conversation, vous avez combien? Voilà, moi je vous ai dit c'est 40 000, vous avez combien? Et voilà, du coup, le monsieur a dit qu'il avait 30 000, il a retrouvé le type en question dans un bar, il a versé les 30 000, je ne sais pas trop, et on sait, je précise ici, que ça se passe en général de cette manière-là. Est-ce que justement, si on devrait voir les choses autrement, on ne dirait pas que nous sommes, nous aussi, je vais parler de la population, un peu responsable du fait que parfois le délégué du gouvernement se retrouve avec un budget qui ne lui permet pas de faire exactement ce qu'il est en droit de faire. Pasteur Marcel, vous et moi, le pasteur Napoléon, nous sommes des directeurs de conscience. Quand vous avez suivi cette conversation, le monsieur qui va payer ses impôts dans un bar, c'est là-bas la direction des impôts. Ah bon, il faut dire que j'ai été plutôt surpris comme vous, je veux dire bien surpris. Le monsieur, c'est un monsieur que je vois passer de temps en temps. Et voilà, ça s'est passé comme ça. Je dis bien le coup de fil. Il disait, vous êtes dans quel bar? Le monsieur a précisé. Et voilà, il dit, j'écoutais un peu, j'ai dit c'est 40 000, tu as combien? Voilà. Et puis, du coup, ils se sont retrouvés, je crois qu'ils se sont retrouvés parce que je sais que 2 jours après, la boutique était ouverte et qu'il a commencé d'opérer normalement. Et je vous dis, je précise quand même, nous sommes Camerounais, il faut dire des choses dans la logique qui convient, que la plupart du temps, ça se passe de cette manière-là. Il y a des petites négociations qui sont faites. N'oubliez pas, je l'ai observé plus d'une fois, lorsque les agents des impôts arrivent, voilà, du coup, on l'appelle à côté, on presse quelque chose dans sa main et il laisse la boutique ouverte. Ou alors, il y a un autre qui marche derrière et les autres les agents sont devant et parfois, il fait juste un petit signe de la main comme pour dire ne passe pas là-bas, comme pour dire je suis déjà passé. Voilà, et on sait que c'est comme ça se fait de manière générale. C'est pourquoi j'ai dit donc, pasteur Romuald, et c'est une question que je pose, est-ce que nous ne sommes pas nous-mêmes un peu responsables du fait que, voilà, du coup, puisque vous avez dit le budget de la communauté urbaine est prévisionnel, du coup, il n'y a pas assez d'argent dans les caisses et sur le même coup, le délégué du gouvernement n'a pas les moyens de faire son travail. Je crois que si on avait de bons réalisateurs de cinéma dans ce pays, on tournerait les plus grands films de mafia au Cameroun. C'est sûr. Ouais, c'est ma pensée et j'y crois fermement. Ce pays, que Dieu nous pardonne, a fabriqué des voleurs chevronnés dans ce pays. J'ai une amie
qui a refusé d'aller aux impôts parce qu'elle était exposée à ce genre de choses. Elle a préféré choisir une autre administration. Quand vous arrivez au ministère des Finances, à la direction des impôts, à l'Ouest particulièrement, vous trouvez des gars qui ont un salaire qui n'est pas de 300 000, avec tous les avantages et tous les primes liés à leur fonction, voilà. Mais qui vous payent, qui vivent, qui construisent des maisons terribles. J'ai un ami, un pasteur, qui m'a dit son petit frère est sorti de l'ENAM, à peine 3 ans de service. Le gars t'a tapé un château au village. Vous croyez qu'il prend cet argent? Non, je sais pas. Le système fiscal camerounais voudrait que l'on vous place dans des fourchettes. Je prends un exemple bête. Dans votre catégorie, vous payez entre 300 000 et 600 000. Alors, quitte à l'inspecteur des impôts de décider dans quelle fourchette il vous met. Alors, le gars va vous dire, je vous mets dans la catégorie 300 000, vous me donnez 200 000, ou je vous fais payer 600 000. Qu'est-ce qui est plus alléchant pour vous? Non, mais pour un opérateur économique, c'est payer 200 000 nécessairement. Voilà. Vous trouverez des gars, des Camerounais qui ne sont jamais allés à la direction des impôts ou alors dans les services régionaux d'impôts pour payer leurs impôts, mais qui passent leur temps à monnayer les agents du fisc qui viennent chez eux. On a vu les Bensi qui n'ont marché dans cette ville. Le préfet a fait comprendre à ces gens que les taxes que l'État vous demande ne dépassent pas 12 000. Mais ils jonglent à l'arrivée en un an, les gars payent plus de 12 000. Je ne sais pas ce qui se passe chez nous. Voilà. Un peuple de jongleurs qui jonglent même pour dépenser. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce qu'on nous a lobotomisé comme disait quelqu'un? Ou alors on est une race à part? Je ne comprends pas. Votre entreprise, on vous met dans l'impôt libératoire, dans une catégorie impôt libératoire, pourtant vous devez être à la patente. Qu'est-ce qui ne va pas? Encore une amie me disait encore qu'elle a préféré aller à la patente parce que si et ça. C'est terrible, Pasteur Marcel. Ce pays, c'est terrible. C'est vraiment terrible. On ne sait pas qui fait quoi, qui doit faire quoi, à qui on doit payer quoi. Vous allez payer vos impôts dans un bar. On écrit partout dans les services de ce pays, payez donnez votre argent à la caisse, compte reçu. Je ne sais pas si au bar, il y a une caisse. Et avec un reçu, ministère des Finances, direction des impôts. Je crois qu'il faudrait que je cherche à rencontrer l'intéressé pour lui poser cette question. Chers téléspectateurs, nous poursuivons avec le débat. Aujourd'hui, c'est suppression du poste de délégué du gouvernement. Est-ce envisageable? Nous avons dit tellement de choses, nous continuons de le dire sur ce plateau. Beaucoup aujourd'hui, je crois, après ce qui a été dit par Pasteur Romuald, beaucoup vont regarder le délégué du gouvernement avec, j'ai envie de dire, sous un autre angle, j'ai envie de dire. Voilà, quand même, je voudrais quand même qu'on confirme, Pasteur Romuald, est-ce qu'on peut donc dire, au regard de tout cela, que nous sommes pris sous un autre angle, un peu ceux-là qui limitions nous-mêmes le délégué du gouvernement dans sa responsabilité, puisque son budget est défini par les recettes, j'ai envie de dire, fiscales, et que du coup les gens refusent de payer les taxes, ou du moins on a tellement d'entreprises qui évoluent dans la clandestinité, tellement d'entreprises qui sont justement dans le secteur informel. Est-ce que du coup nous ne limitons pas le délégué du gouvernement dans ses responsabilités parce que nous ne payons pas nos taxes? Oui, d'une certaine façon, oui. Nous limitons, puisque il prélève une partie dans ce que nous payons, mais toujours est-il que il peut lui-même élargir son assiette fiscale. Il peut aller chercher des niches fiscales. J'entends par là des business, on le voit construire des toilettes publiques, des boutiques qui génèrent des sous. Il peut faire mieux dans ce pays. Oui, il peut, la communauté urbaine de Bafoussam peut avoir, pourquoi pas, on va dire ça comment, supprimer Isakam et avoir des véhicules
qui gère les ordures. C'est possible, on l'a vu. Expliquez un peu, peut-être ce serait une innovation. Allez-y, expliquez un peu. C'est la ville de Bafoussam qui paye les factures d'Isacam. Alors ils peuvent décider d'avoir ces camions d'ordures comme dans certaines villes, de procéder eux-mêmes au ramassage, au stockage et au traitement des ordures ménagères. C'est très possible. Et dans ce cas, qui payerait les factures? Qui paierait les factures comment? Ils feront travailler les Camerounais. Ils ont, on va dire ça comment? Ça va créer des revenus. Je crois qu'Isaka mange beaucoup d'argent. Je crois que si on investit cet argent qu'Isaka mange, je ne suis pas contre Isaka, mais bien sûr, nous on est en train de voir comment notre ville peut mieux fonctionner. Voilà. Non seulement une bonne partie de la population auront du travail, parce qu'avant c'est comme ça que ça se passait. On collecte les ordures, on traite et puis et tout. Voilà une niche qui peut créer une source de revenus à la ville de Bafoussam. La ville de Bafoussam peut décider d'avoir des camions, ils en ont quelques-uns qui font des travaux partout et puis les 10 ou 15 000 que vous payez rentrent dans les caisses de la communauté urbaine. La communauté urbaine peut avoir, je sais pas moi, on va dire ça comment, les histoires qui sont à l'entrée des villes là, des visites techniques, services de visites techniques, ils peuvent investir pour se faire des sous pour développer la ville. Le Cameroun, le pays, le Cameroun a des intérêts ailleurs. Pourquoi la communauté urbaine de Bafoussam n'investirait pas au nom de la ville de Bafoussam pour générer des sous, pour développer cette ville? Je crois qu'on peut faire mieux qu'actuellement. Je crois qu'on a décidé de rester dans une posture laxiste qui ne favorise pas le bien-être des Camerounais. Monsieur Zété Emmanuel peut faire mieux. C'est un monsieur qui a des idées. Hein. Moi, je le crois, vu la façon dont il gère ses activités. S'il n'est pas tombé jusqu'au ça veut dire qu'il a de très bonnes idées, que c'est un bon gestionnaire. Mais maintenant, autant il donne à ses entreprises, autant il devrait donner à la ville de Bafoussam, qui lui a fait confiance. Et puis, n'est-ce pas, je crois que nos frères et sœurs le porteront plus dans leur cœur. Voilà. Et chers téléspectateurs, nous poursuivons encore. Suppression du poste de délégué du gouvernement, est-ce envisageable? Nous allons prendre une autre courte transition, nous serons revenus après.